Bonjour, je suis Isabelle Méticaire, la directrice du Festival du film et Forum international sur les droits humains. On est absolument ravis de vous voir aujourd'hui pour cette toute dernière journée du festival. On va tous vous quitter avec regret, c'était une semaine magnifique, pleine d'événements forts, et je crois que celui d'aujourd'hui en fait partie, puisqu'on va assister à une conversation entre deux artistes qui sont amis depuis du festival depuis le tout début. Les deux étaient là à la première édition du festival, et celle que je vais annoncer maintenant est aussi ambassadrice de bonne volonté à vie du HCR. C'est des cantatrices les plus admirées au monde. C'est notre marraine chérie, Barbara Hendricks. Autour de l'artiste face au monde, avec un des plus grands cinéastes vivants. Depuis 40 ans maintenant, il fait des films, il s'engage, il monte aussi des pièces de théâtre, des opéras. Ils ont fait ensemble le film Désengagement, dont j'étais d'ailleurs la coordinatrice de production à l'époque. Donc c'est une grande histoire d'amitié qui continue et qui se noue à chaque édition du festival. Je vous demande d'accueillir Amos Gitaï. Et pour modérer cette discussion, on a vraiment le grand honneur d'avoir Yasmine Chouakri de Radio France Internationale qui est là et qui est là pour la première fois au festival. On commence avec la conversation et la parole sera ensuite bien sûr dans le public. Je vous souhaite un magnifique événement. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour à tous. La 15e édition du Festival du film et Forum international des droits humains et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à la Comédie de Genève pour une conversation entre la marraine de ce festival, Barbara Hendricks, et Amos Gitaï autour d'une question urgente. Quel est le rôle des artistes pour la défense de la démocratie et des valeurs universelles? C'est une question d'autant plus brûlante que nous sommes ici à Genève, pas loin du HCR, n'est-ce pas Barbara? Et que le calendrier nous réunit un 19 mars. Et j'ai regardé ce 19 mars à quoi il correspondait. C'est le jour anniversaire, par exemple, de la signature de l'appel de Stockholm contre la bombe atomique, du premier numéro de revue Littérature, créé par Louis Aragon et André Breton, mais aussi du cessez-le-feu, faisant suite aux accords d'Évian qui devaient mettre fin à la guerre d'Algérie il y a 55 ans. Alors les amoureux de la culture et du goût connaissent forcément Barbara Hendricks et Amos Gitaï. Un petit mot tout de même d'introduction. Barbara Hendricks, c'est la petite fille de l'Arkansas, née dans l'Amérique ségrégationniste, devenue par la force et par la grâce à la fois la voix du XXe et du XXIe siècle au service d'un répertoire classique, jazz, blues, et c'est aussi la voix des sans-voix, puisque Barbara est désormais ambassadrice honoraire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Quant à Amos Gitaï, cinéaste israélien né en 1950 à Haïfa, il fait partie de cette première génération d'enfants nés après la fondation de l'État d'Israël, et bon nombre de ses films questionnent ce conflit du Moyen-Orient avec un langage cinématographique on ne peut plus personnel et réjouissant. Alors d'abord, une première surprise, je ne pensais pas vous retrouver tous les deux réunis autour de cette question. Quel est le rôle des artistes pour la défense de la démocratie et des valeurs universelles? Comment ce désir de conversation est-il né entre vous deux? Barbara. Je crois que c'est Isabelle qui m'a fait la proposition. Et comme j'ai déjà travaillé avec Amos, je trouvais ça une très bonne idée de venir ici au festival, en particulier ce festival qui m'est très cher
au cœur parce que bon, je suis la marraine depuis le début. Et aussi les films de Amos sont des films qui ont vraiment leur place ici à Genève, mais aussi dans ce festival. Et en plus, nous sommes des copains, quoi. Amos, vous confirmez? Comment ce désir de conversation autour d'une question quand même douloureuse, lourde, est-il né avec Barbara Hendricks? D'abord, je l'adore. Comme on a tourné ensemble, c'était fort, chargé. Et puis on a vu plusieurs fois, j'étais chez elle à Stockholm pour montrer le film sur l'assassinat de Rabin, qui était montré ici l'année dernière. Et je crois qu'on est tous les deux, peut-être Barbara est d'accord, inquiètes de la condition de la planète, qui était kidnappée par des séries de voyous, qui va détruire tout ce tissu qui était construit avec tellement d'efforts de calmer un peu les jeux racistes, les sexismes, tous les dégâts du colonialisme. Et là, on a un fort sentiment qu'il y a un grand marché arrière. Et je crois que c'est vrai sur le lieu de naissance de Barbara et le mien. Et nous, on est un peu original parce qu'on est Trump au pouvoir depuis 20 ans. On a un modèle de Trump chez nous depuis 20 ans. Donc on est original. Mais c'est inquiétant. Et c'est inquiétant aussi pour l'artiste. Et récemment, je ne vais pas trop prolonger, je proposais à un producteur de relire un texte de Thomas Mann. Il a écrit exactement janvier 1937 à Zurich, comme il a décidé de prendre position claire en face du régime nazi. Alors dans ce texte magnifique de Thomas Mann, il y a toute l'ambiguïté d'artiste, parce qu'on gère pas la planète, et parce qu'il comprend les conséquences. S'il prend position, tout son bien va être confisqué, etc. Il prend des positions. Mais nous, l'artiste, on est quand même des individus, des gens fragiles, alors il y a beaucoup de gens qui hésitent de prendre position dans cette circonstance très chargée. Alors, je ne savais pas qu'il y avait un film entre vous. C'est une surprenante et une belle découverte. Il s'agit de Désengagement, quel titre, réalisé en 2007. C'est l'histoire rapidement d'Anna, qui est interprétée par Juliette Binoche, et de son demi-frère, Ouli, qui est d'origine israélienne, qui se retrouve alors à la mort de leur père. Je vous propose de suivre la belle caméra d'Amos Gitaï pour arriver à la voix de Barbara Hendricks. Je vous propose d'en regarder un extrait.
un extrait. Un extrait de Désengagement. Je ne sais pas s'il faut que je raconte un tout petit peu l'histoire pour que ça situe quand même le père défunt, dont vous venez de voir la dépouille, stipule dans son testament qu'Anna, Juliette Binoche, ne pourra toucher son héritage tant qu'elle n'aura pas retrouvé sa fille qu'elle a abandonnée quelques années plus tôt. Et donc Anna part avec son demi-frère en Palestine, dans la bande de Gaza, qui est en train d'être évacuée. Qu'est-ce qui vous a réuni autour de ce film qui précisément s'appelle Désengagement, Amos Gitaï? C'est-à-dire, comme vous avez dit, les grands canvas qui soutient beaucoup le travail que j'ai fait, c'est cette condition du Moyen-Orient, et cet conflit israélo-palestinien que je trouve dans le cœur des conflits du Moyen-Orient. Et chaque fois, j'essaie de faire un autre travail dans cette autre brique. Alors, moi, j'ai jamais fait d'études de cinéma, je n'ai pas passé une heure dans le cinéma, je suis architecte simplement. Mais je suis aussi élève de la guerre de Kippour. J'étais dans un hélicoptère de sauvetage qui était battu par un missile. Moi, mon copilote était de distance était décapité. Alors, à mon retour de cette guerre, le constat de cette violence permanente, à mon avis inutile, j'ai décidé de faire un travail sur le cinéma. Et chaque fois, effectivement, je cherche un autre épisode. Alors, je fais Kadosh, Kippour, Kedma, Free Zone, etc. Et comme il y avait l'évacuation de bande de Gaza en 2005, j'étais allé voir cet épisode et je pensais que ça mérite un film. C'est la base de ce film sur lequel ont mis Barbara Hendricks, Jean Moreau, Juliette Binoche, aussi en grande partie du groupe israélien-palestinien. D'ailleurs, le petit fragment que vous avez vu, c'était un baiser entre Yam Abbas, qui est la grande actrice palestinienne, et Liron Levo, qui pose la question de l'identité. Qu'est-ce que l'identité? Comment on peut construire de tout ce conflit une identité qui n'est pas conflictuelle, qui n'est ni nationaliste? Et c'est vraiment le centre de ce travail. Mais quel est le sens de cette apparition, l'apparition de la très grande soprano qui est Barbara Hendricks dans un film qui s'appelle Désengagement? C'est-à-dire, j'ai espéré de convaincre Barbara de rejoindre cette affaire. Et comme c'est une fille curieuse qui adore de faire des choses pas prévues, j'imagine, alors bizarrement, elle m'a dit oui, ok, on essaye et on a amené. Parce qu'effectivement, ce morceau de Gustav Mahler, Le Chant de la Terre, normalement, il faut un orchestre assez costaud. Et je demandais à Simon Stockhausen, le fils de Karl-Heinz Stockhausen, de faire une adaptation plus minimaliste avec laquelle on peut jouer. Et de toute façon, comme il s'agit de destin de la Terre, c'est-à-dire retraite de la Terre, alors on a pensé que Gustav Mahler, Le Chant de la Terre, c'est... Bienvenue. Que représente ce film pour vous dans votre carrière, Barbara Hendricks? Bon, c'était pas du tout une question de carrière. Moi, j'étais attirée par la musique parce que j'aime tellement ce morceau de Gustav Mahler. Et quand moi, je vous dis que moi, j'ai rencontré pour la première fois Amos ici, je crois à la clôture d'un des festivals. J'ai parlé avec lui, je lui ai dit que j'étais dans le jury du Festival de film de Cannes, où il avait un film que j'ai beaucoup aimé, Kadosh, qui n'a pas gagné, mais que je voulais lui dire qu'il en avait beaucoup aimé le film et aussi ses acteurs. Et après,
elle aussi, on avait un ami, un très bon ami en commun, Daniel Toscan-Plantier, et quand il m'a proposé de faire ça, il m'a dit de chanter. C'était pas encore décidé quel morceau de Mahler, et moi j'avais dit, bon, Abschied, il me semble que c'est ça qui me convient plus dans cette œuvre. J'étais vraiment attirée par la beauté de la musique et qu'est-ce que ça pouvait représenter dans ce film qui parlait de ce désengagement de la situation au Gaza. Mais je vous dis que souvent avec les films, je crois que les acteurs n'ont aucune idée de qu'est-ce que ça va donner, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont couper, aussi même on va être dans le film à la fin, parce que ça arrive aux acteurs, mais c'était la musique qui m'a attirée pour faire partie de film avec Amos, et aussi parce que j'étais vraiment très touchée par le film que j'ai vu, le premier film de lui que j'ai vu à Cannes. À l'origine de votre engagement, à tous les deux, vous l'avez un peu dit, Amos, il y a une vie. Pour vous, Barbara, c'est l'Amérique ségrégationniste que vous avez déjà raconté dans Ma Voix. Pour vous, Amos, c'est Israël et le conflit du Moyen-Orient. Et en même temps, on peut penser à Brad Pitt, ou même à une Angelina Jolie, qui était d'ailleurs présente au festival. Ils sont aussi très très engagés, donc c'est pas forcément déterminé par une expérience de vie. Qu'est-ce qui a déterminé la notion de l'engagement pour vous? Est-ce que quand on est artiste, c'est un devoir de s'engager? Moi, je crois que pour moi, surtout, avant d'être artiste, moi je suis citoyenne. Et je crois que c'est ça que j'ai appris comme témoigne de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis qui était menée par Martin Luther King, qui ont, après 30 ans de l'esclavage et 100 ans de l'apartheid, en juillet 1964, ils ont passé la loi du Civil Rights Voting Act qui m'a donné à moi, pas seulement mes droits comme citoyenne, mais aussi une responsabilité qui était encore plus importante pour moi, d'avoir la responsabilité de citoyenne. Et moi, je crois que même si j'avais fait un autre métier, comme, je sais pas, chercheur, médecin, parce que je faisais mes études en mathématiques et chimie, je crois quand même que l'activisme qui était éveillé en moi, très jeune, aurait continué. Mais le fait d'avoir la possibilité de parler aux gens, de parler aux journalistes, donne, je dis pas une responsabilité de plus, mais je dis ce privilège de pouvoir être activiste, pouvoir dire ce qu'on pense comme artiste, ça ajoute un privilège à une responsabilité, je crois. Et de toujours, ce que ça m'a pris aussi, c'était toujours de voir cette injustice, ça m'a donné une envie de corriger l'injustice que je vois. Oui, il y a la responsabilité de l'art, mais après il y a la question du pouvoir de l'art. Quel est le pouvoir de l'art aujourd'hui, Amos? Moi, je crois qu'on a strictement des pouvoirs symboliques. C'est-à-dire l'artiste qui croit qu'il peut gérer la planète, ils ont tort, heureusement ou malheureusement. Mais c'est pas mal, le pouvoir symbolique. Parce que les gens croient beaucoup que la planète bouge à cause de l'argent et les mitrailleuses, mais la planète aussi bouge à cause des idées. Et on n'était pas là s'il n'y avait pas aussi confiance aux idées. Ils sont une sorte d'abstraction. Alors, on parle beaucoup de l'art, mais par exemple, si on prend ce geste de Picasso, de Guernica, alors, bon, après les gens parlent de composition de couleurs, de cadres, etc., mais c'est aussi, comme Barbara l'a dit, c'est un acte civil d'un Espagnol choqué par les bombardements de Luftwaffe sur ce village basque. Il fait son médium, c'est Barbara, c'est la musique, chez moi c'est le cinéma, et lui il fait la peinture.
grâce à cette geste. Et aussi Picasso, il n'arrête pas là-bas, il aussi interdit le voyage des tableaux de Guernica tout au long que Franco est en vie. Il est resté à MoMA, etc. Le MoMA, ils ont été en vie, même le conserver après, mais ça n'a pas marché, parce qu'après, il est reparti à Madrid. Maintenant, il est à Madrid. Alors, c'est un geste, on peut dire, symbolique d'un artiste. Et toute l'histoire de l'humanité, il est plein de ce modèle de gestes civils, d'artistes qui jouent contre l'injustice et contre aussi, comme Barbara a dit, de non-acceptation de l'autre. Alors, mon critique sur mes chers compatriotes, c'est parce que je trouve que toutes les grandes contributions des Juifs à la culture humaine, ils sont parce qu'ils ont été les hôtes de la culture européenne. Ils ont été une culture minoritaire, mais exigée de certaines droites. Et c'est un peu tard d'oublier toute cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'Israël accepte l'autre, les droits de l'autre, le respect de l'autre, l'identité de l'autre. Et je crois que ça compose le travail. J'ai envie de vous emmener sur une définition peut-être très polémique de l'art. Vous vous souvenez peut-être qu'au lendemain du 11 septembre 2001, Stockhausen a vu dans l'effondrement des tours jumelles, je le cite, la plus grande œuvre d'art réalisée. Il expliquait que cette façon de voir des esprits qui avaient atteint en un seul acte ce que nous, musiciens, ne pouvons concevoir, que des gens exercent fanatiquement pendant 10 ans comme des fous en vue d'un concert, puis meurent. Il voyait dans cette orchestration, entre guillemets, une œuvre d'art. C'est quoi votre définition de l'œuvre d'art? Pour moi, l'art est, je dis ça, qui me définit comme être humain. Je dis, on a aussi un besoin, on a autant besoin de l'art pour vivre qu'il y en a pour l'air et l'eau. C'est notre façon de s'exprimer, notre condition humaine. Et on a besoin, pas seulement de communiquer avec les autres, mais aussi de communiquer avec ceux qui sont venus avant nous. C'est pour ça oui, on a besoin des livres qui étaient écrits avant, on a besoin de la musique qui était composée avant nous, on a besoin de faire partir d'une tradition, d'être dans une ligne de quelque chose. Et aussi l'art, comme l'art vient de voir à l'intérieur, doit dire la vérité. Et c'est ça qui, je crois que la force de la résistance, c'est de dire la vérité. Bon, il y a des artistes comme Amos qui dit ça, comme il avait dit Picasso, dans l'œuvre qu'ils font. Moi, je ne compose ni la musique que je chante. Et bon, je suis une artiste qui est activiste, mais moi, dans l'art que je fais, qui est dans les gens qui créent l'art comme un scénariste ou comme un écrivain. Mais je crois que, comme je dis, mon engagement, c'est mon engagement citoyen, parce que je ne fais pas ce genre de création. Mais le fait d'être artiste me fait vibrer avec cette mère qui vibre en chacun de nous, qui nous fait de nous, quand on fait partie de cette famille d'humanité. Et je crois que ça me donne un certain courage de dire ce que je pense, que je crois est la vérité, même que je ne fais pas dans la création de l'art que je fais. L'art, c'est dire la vérité. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec Stockhausen, avec tout le respect. Moi, je ne suis pas d'accord. Et d'ailleurs, par exemple, je te donne un autre exemple, c'est-à-dire souvent, plusieurs fois, les gens m'ont demandé de commenter les films de Leni Riefenstahl. Mais moi, je trouve que Leni Riefenstahl n'était pas un grand cinéaste.
c'est-à-dire de filmer comme ça avec un contre-plongé de propagande nazie, c'est pas l'art, c'est la propagande. À toute tristesse des gens qui soutenaient cette régime, les nazis ont produit zéro de vrai art. L'art, il a de l'ambiguïté, il a de sensibilité, et d'admirer d'une façon assez kitsch, comme Stockhausen l'a admiré de 9/11, c'est pas l'art. Speer, l'architecte qui a construit des choses très monumentales comme les stades de Nuremberg, c'est pas un bon architecte. De jouer strictement sur les grandes échelles, c'est pas la bonne architecture. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard que Goebbels, la première école qu'il a fermée, c'est une école, parce que mon père était élève de Bauhaus, mon père était élève de Kandinsky et Mies van der Rohe. Goebbels, la première école qu'il a fermée, c'est l'école de Bauhaus, parce que les nazis ont compris qu'ils ont besoin de toutes ces choses très pompeuses, très autocratiques, que l'échelle d'être humain est minuscule, etc. Ça, c'est pas ni la bonne architecture, ni la bonne musique, ni le bon art. On a le droit aussi de parler d'une façon affirmative contre cette utilisation de médiums comme architecture, en musique, en spectacle. Alors, une question, quel a été votre rôle en tant qu'artiste-réalisateur après l'assassinat du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin le 4 novembre 1995 ? Peut-être que la réponse est à chercher dans ce film que vous avez réalisé en 2015 pour le 20e anniversaire de sa mort, intitulé « Le dernier jour d'Yitzhak Rabin ». Et le film s'ouvre avec Shimon Peres, qui était ministre des Affaires étrangères au moment de l'assassinat de Rabin et évidemment un artisan des accords d'Oslo. On en regarde un extrait. יצחק רבין, שנרצח, עבר תקופה קשה מאוד. זו התקופה שאני הכי רצתי אותה. מדוע? התחילה תעמולה העצומה נגד אוסלו. עם ארון מתים, כביש אותו מדי אס-אס, מדי נאצים. אני ראיתי איך לקח את זה, אומץ לב יוצא מן הכלל. זה עובר בי הרצה. לא התקבל, לא נבהל. יום אחד עבר, אני חושב, בווינגייט. זה ירקו עליו, צעקו עליו. מדהים. הוא כאילו לא אכפת. זה לא אומר שהוא לא היה מודאג. ושהוא חש כאילו התמיכה באוסלו ירדה מאוד. ושאם נלך לבחירות, ספק אם ננסח. אבל כן החלטנו לעשות את האסיפה הזאת, המפגש הזה, ושעכשיו נקרא כיכר רבין. חששתם שלא יבואו אנשים? לא היה מצב רוח עגום מאוד. גם חשב שלא יבואו לכנס הזה. כשעברנו לכנס, הוא היה המום. ומאות אלפי אנשים. בהתרגשות והתלהבות חסרת תקדים. אנחנו עמדנו על המרפסת של העירייה, בניין העירייה. למטה היה כזה מבנה של מים. והנוער קפץ עם הבגדים לתוך המים. צעקו רבין, רבין, שלום, אוסלו, כל מיני קריאות. לא ידע את נפשו. כל התנהל בסדר גמור. ואז בא הג'נטלמן הזה, הרוצח. יש הרי כל מיני תיאוריות של קונספירציה וכל מיני דברים. מה דעתך? אתה האדם שהיה הכי קרוב לזה. הדעה שלי שהייתה אווירה הסיתה, לא מאורגנת, אבל האווירה יוצרת אפשרות כזאת. במה זה התבטא האווירה הזאת? שהלביש אותו מדי נאצי, למשל. שעשו ארון מתים ונסו אותו בו קבור רבין. שירקו עליו, צעקו עליו, קיללו אותו. נורא, נורא. הוא דיבר איתך על זה? קודם כל, בחלק הייתי בעצמי, אני גם כן הייתי שותף קצת לזה. גם כלפיי לעשות לו דבר. אבל זה היה בצורה מחרידה, מחרידה.
Amos Gitaï, votre implication en fait dans cette douloureuse question de l'assassinat du Premier ministre israélien par Yigal Amir, une étudiant d'extrême droite, est-ce que c'est une implication presque d'historien, comme un huissier un peu qui veille à ce que les circonstances de l'assassinat d'un Premier ministre à Tel Aviv soient élucidées? Moi, je crois que le rapport avec Rabin, ce n'est pas strictement un respect rétroactif, mais le mémoire, c'est un agent actif pour changer les choses. Alors, on parlait tout à l'heure des gouvernements actuels. Malheureusement, la seule opposition, c'est cet homme mort, parce qu'il dessine un autre destin, un autre type de relation, une autre démarche activiste d'essayer de changer le réel. Alors, comme on a dit tout à l'heure que là, on ne peut pas changer en direct les choses, ce n'est pas notre devoir, il faut parler de mémoire. C'est vrai que Rabin, le film, il n'est pas un culte de personnalité, mais Rabin, il m'a touché par son façon directe. J'étais allé avec lui à Washington et au Caire, et je crois que même le respect du monde arabe vis-à-vis Rabin était par ce rapport sobre, direct, pas de manipulation des médias, de dire aussi des choses qui ne sont pas toujours même acceptées par l'autre côté, mais ce n'est pas grave, c'est légitime, mais une démarche active d'essayer de changer le réel. Alors, moi je pensais que, sort d'hommage à 20 ans de cet assassinat, il faudrait parler de cette option qui existait, qui existe toujours, de recréer une autre tissu de relations israélo-palestiniennes, et j'ai fait ça à travers de cette film tout à l'heure, dans le petit-déj qu'on a vu. On a fait aussi une pièce de théâtre, on espère amener ça à Genève aussi, qui était à Avignon cette année. Et on a fait des expos, etc. Et c'est vraiment cette démarche d'utiliser la mémoire. Et la vérité, parce que Barbara Hendricks parlait de l'art comme d'une quête de vérité. Est-ce que c'est ça la démarche à travers ce film documentaire? Parce que vous avez pu accéder quand même aux retranscriptions des audiences de la commission Shamgar qui a été nommée pour élucider les circonstances de cet assassinat. Là, vous faites un défenseur de la vérité? C'est-à-dire, la vérité, c'est toujours contesté par tout le monde, chacun il donne son vérité. Mais moi, je trouve qu'il faut mettre des faits sur les tables et parler d'incitation, qui est comme mon père Escobar, qui était pour assassiner Rabin. Alors, c'est vrai que dans cette démarche cinématographique, même Kadosh, on ne fréquente pas que des amis. Il va y avoir des gens aussi qui le disent à moi, avec pourquoi tu amènes tout cette mémoire, pourquoi Kadosh tu parles des conditions des femmes par la religion, pourquoi tu parles contre la guerre, etc. Mais je trouve d'abord que c'est légitime de voir à notre opinion que les miens. Il n'y a pas de problème. Mais il faut que le débat existe. Alors, toute cette série de gestes pour que le débat existe, que les forces contre la réconciliation, il ne vont pas gagner d'une façon assez simple. Et on verra, les choses tournent aussi. Vous n'êtes pas qu'artiste, hein, au fond, dans cette démarche. L'homme engagé, j'ai l'impression, a précédé l'artiste. Peut-être que tout commence, vous le disiez un peu en préambule, tout commence pour vous lorsque, jeune soldat, vous êtes envoyé sur le théâtre des opérations dans le Golan, on est en 1973, et très vite, au cours de vos missions, vous utilisez une caméra Super 8. Est-ce qu'on peut se demander si plutôt que de désobéir aux ordres, vous avez choisi de filmer? C'est une manière de désobéir. Filmer, je senti comme témoin. Et peut-être cette position de témoin, c'est-à-dire d'être dans les situations, mais être aussi parallèlement témoin, m'a sauvé la vie, pas strictement physiquement, mais aussi du point de vue mental, parce qu'il y avait des gens qui étaient survivants de cette histoire d'hélico. Il est devenu fou. Il y avait des gens qui essayaient de se suicider, etc. Et je crois que le fait que j'ai filmé un peu
des fois, pas des choses très narratives dans les petits films Super 8, que maintenant c'est dans les collections de MoMA. C'est filmé des visages, des textures. Il n'y a pas de narration très claire, mais je crois que la caméra m'a servi comme une sorte de shield, c'est-à-dire il m'a obligé de voir, d'être dans les situations, mais obligé d'installer en distance. Peut-être du point de vue mental, de voir aussi un rapport critique sur l'événement que j'ai en train d'être dedans. Donc c'est un rapport assez compliqué. Mais cette série de petits films Super 8 qui commençait effectivement. J'étais encore étudiant d'architecture, j'ai fait mon diplôme en Israël, après j'ai fait un master PhD à Berkeley, qui était une bonne école pour aussi idéologiquement, parce que Berkeley c'était un campus fabuleux. Alors j'ai tapé 9 ans de l'école d'architecture, avant que j'ai décidé que finalement je vais faire du film. Est-ce que chanter pour vous, Barbara Hendricks, la petite fille de l'Arkansas, qui n'était peut-être pas forcément destinée à chanter le répertoire blanc, pour dire les choses cash, le répertoire de Mozart, vous êtes la voix mozartienne, on vous présente comme ça. Est-ce que c'était une manière d'échapper, Amos parlait de folie, à une forme de folie, à une forme d'enfermement? Non. Le fait que bon, il faut dire que moi j'ai toujours chanté, mais je faisais mes études en maths et en sciences et je n'avais pas du tout un rêve en tête parce que moi je commençais à l'université assez jeune, à 16 ans. Et bon, je dis, voilà, je fais ce que je connais et ce que j'aime, qui était les maths. Mais je continue aussi de chanter, parce que moi je ne pouvais pas imaginer une vie sans chanter, mais il n'avait pas cette idée de faire ça comme carrière, de monter sur scène. Et bon, ma vie a un peu bousculé quand j'ai reçu une bourse pour un festival de musique l'été à Aspen, Colorado, et aussi l'Alien Academy, où j'ai étudié pour la première fois vraiment le chant avec une grande cantatrice, Jenny Tourelle. Bon, à la fin de l'été, ça a un peu changé ma direction après avoir terminé mes études. Mais je crois de chanter cette musique, c'était plutôt d'accepter une sorte de destin que je ne comprenais pas du tout. Ma voix était faite pour chanter cette musique. Et j'avais décidé de suivre ça pour savoir qu'est-ce que je devais faire avec. C'était pas du tout pour échapper parce que c'était une période, aussi cette période, j'avais 20 ans en 68, on manifestait contre la guerre en Vietnam, aussi pour les droits des femmes, et c'était une période vraiment juste après le passage des lois pour les lois pour les civil rights, il avait un énorme d'espoir, un sens d'espoir. Mais la décision était plutôt juste personnelle. Je demandais, voilà, je vais sauter dans le vide, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais moi je pensais qu'à 20 ans, j'avais déjà terminé mes études d'université, que je pouvais me permettre quelques années de folie. Et peut-être ça allait retourner un peu à la raison, mais je voulais juste suivre ma voie, suivre mon talent pour savoir où ça allait m'emmener. Est-ce qu'il ne faut pas une forme d'inconscience, finalement, chez l'artiste? L'artiste qui arrive à faire bouger certaines choses, mais ce n'est pas une décision au départ. Est-ce que ce n'est pas l'inconscience, le moteur, finalement, de gestes qui peuvent s'avérer des gestes politiques? Inconscience, c'était plutôt la foi, la foi de ne pas savoir le résultat et d'avoir confiance qu'il avait, moi j'étais sur un chemin et que tout n'était pas révélé
je n'avais pas besoin de savoir exactement où j'allais terminer, ici à Genève, donc comme idée de Genève. Oui. On va citer une seconde Genet et Sartre, c'est normal qu'ils s'invitent un petit peu dans cette conversation. Tous les deux militaient pour un engagement et une implication physique. Et si on prend un exemple dans l'histoire, on a celui de la guerre d'Espagne, avec ces intellectuels du monde entier qui se décident à convertir leur conscience en expérience. Vous, Barbara Hendricks, quand vous chantez à Sarajevo, au plus fort de la guerre, ou dans la cathédrale de Dubrovnik qui est assiégée, ou à Mogadiscio pour réconforter les enfants des camps de réfugiés, qu'est-ce que ça dit à ce moment-là? Et qu'est-ce que ça change surtout? Je crois que ce que ça dit, c'est un acte de résistance, tout simplement. Surtout à Sarajevo, j'étais invitée par l'orchestre parce que l'orchestre avait décidé de continuer d'essayer de jouer ensemble pendant la guerre. C'était là la résistance de jouer et de faire des concerts. Et ils m'ont invité d'être soliste pour le concert pour la fin de l'année. C'était une expérience, la première répétition bouleversante parce que les membres de l'orchestre étaient vraiment comme un orchestre de cadavres. Les gens avaient perdu, je dis en moyenne, 20 kilos parce qu'ils n'avaient pas d'électricité. Bon, certains étaient obligés, juste pour chercher à manger de l'eau, de faire 20 étages à pied. Et bon, ils étaient vraiment... normalement, quand je travaille avec un orchestre pour la première fois, moi, je regarde l'orchestre. C'est pas comme pendant le concert que je dois à l'orchestre. Pour qui en sont un peu, qui ont fait un peu de musique de chambre, qui on s'écoute, qui m'écoutent et moi je les écoute. Mais quand je commençais la répétition, je dis oh, ça c'était une mauvaise décision. Je ne devais pas faire ça parce que c'était difficile de les regarder. Mais je dis maintenant c'est trop tard, je ne peux pas retourner. Et bon, je commençais et je me souviens, c'était l'Ave Maria de Schubert. Et c'était difficile parce que j'avais envie de pleurer, mais je dis, mais moi je ne suis pas venue ici pour pleurer pour eux, ce n'est pas ça qu'ils ont envie. Et j'ai fermé mes yeux et je chantais, et quand j'ai ouvert mes yeux, c'est comme s'il avait, c'est un chaleur qui commençait dans les visages. Quelque chose avait changé, et ça n'a pas changé la guerre, mais cet acte de résistance, de travailler et de faire ça avec eux, m'ont donné à certains le courage de continuer, parce qu'il en aurait encore quelques années avant la fin de conflit. Et bon, pour moi, je vais dire que c'est un acte de résistance. Mais ça ne peut pas, comme je dis, ça n'a pas arrêté la guerre. Mais on fait des choses de progrès avec des petits pas. Il faut résister, il faut dire haut et fort les choses qu'on pense. Il ne faut pas attendre d'être là quand le résultat sera donné. Je crois que ce qui est important, c'est le chemin qu'on fait, chaque jour, chaque pas. Et il faut avoir la foi que le résultat, ce n'est pas moi qui aura la possibilité de dire moi je fais ça, mais je fais ce que je pouvais et ensemble avec les autres, le résultat, voilà, ça sera ce que ça sera. Alors je ne sais pas si Laura, Barbara Hendricks a finalement pu arracher des résultats sur le terrain. Ça, c'est voilà. Non, je crois pas, mais je dis si ça a pris une option
pour faire un changement, je sais que j'ai mis quelques gouttes. C'est votre nom que vous avez mis, justement. Est-ce qu'il faut accepter de devenir une marque? C'est un très vilain mot. Une marque qui ramène des projecteurs, des décisions, des institutions. Je crois que ça ne pose pas de problème si ce n'est pas le but. Le but, comme artiste, n'était pas d'être une marque, mais ça ne veut pas dire que je ne deviens pas, parce que les gens m'associent avec certaines choses que je suis, avec une certaine musique, en disant « Mozartienne ». Mais moi, ce n'est pas à moi de me mettre l'étiquette. Ça ne m'intéresse pas. C'est le travail qui est intéressant. Et si ça devient mozartien, verdien, baroqueuse, ce n'est pas moi, ça ne me concerne pas les marques. Mais il a une certaine chose qui le public, c'est qu'on peut avoir confiance, on peut, des fois pour mes programmes que je fais, je fais toujours mes récitals un peu difficiles pour le public. Mais mon public avait confiance en moi, quand ils sortaient de la salle, qu'il aurait quelque chose, ils vont prendre quelque chose avec eux. Et si ça veut dire que j'avais une marque, moi je trouve ça bien, mais ce n'était pas le but d'avoir une marque, d'être considéré comme tel ou tel. Alors j'ai regardé un autre de vos films, Amos Guita, qui s'appelle Anna Arabiya, qu'on traduira par Moi l'arabe. C'est un film magnifique, c'est un long plan séquence où on voit une jeune journaliste qui s'appelle Yael et qui enquête sur la vie d'Anna. C'est une juive rescapée de la Shoah, convertie à l'islam. Et votre caméra nous entraîne dans un bidonville où des communautés arabes et juives vivent ensemble. Et ce long plan séquence est une invitation à rêver à un certain avenir pour la région. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire plus qu'un film en signant Anna Arabiya? Est-ce que vous n'êtes pas en train de proposer quelque chose pour l'avenir d'Israël, Amos Guita? C'est vrai que c'est une proposition, mais vous savez, pour moi, le cinéma ou la musique, comme Barbara a parlé, c'est un acte spirituel, pas religieux, mais spirituel. Alors, il y a dans tous les gestes spirituels profonds, il y a l'histoire des narratives ou des thématiques, et il y a une question de forme. De la forme, dans tous les Gustav Mahler, il y a les thématiques, il y a la forme. Alors, pourquoi j'ai tourné d'un seul plan de séquence de 81 minutes cette histoire de cette bidonville dans laquelle les juifs et arabes vivent ensemble? Parce que thématiquement, je dis que j'ai envie que cette relation va continuer. Alors, si je traduis cette phrase à mon métier, que le cinéma, alors j'applique la syntaxe du cinéma, je dis, je ne veux pas qu'il y ait un couple entre les juifs et les arabes. Alors je ne coupe pas. Alors il y a un plan de séquence. Bon, après, dans notre métier de cinéma, le plan de séquence, comme même celui-là de Barbara, a des engagements, c'est une chorégraphie assez particulière dans laquelle il faut solliciter la bonne volonté de tout le monde, c'est-à-dire l'actrice et l'acteur, l'équipe technique. Celui-là de Barbara, c'était un très bon chef, Christian Berger, qui a fait la lumière, les gens des sons. C'est-à-dire, on est, d'ailleurs comme l'architecte, il faut savoir travailler avec les gens. Il faut, dans ce contexte, on a parlé beaucoup de façon critique de ce contexte très intoxiqué, il y a aussi de très bonnes figures. Il faut solliciter la main ensemble.
Barbara, elle a parlé de Daniel Toscan de Planté, qui était un homme merveilleux, qui effectivement, c'était une sorte d'impresario de rencontre entre les gens, avec une grande générosité. Il était formidable. Moi, j'étais un cinéaste inconnu, il m'a invité chez lui, on a parlé, il m'a fait voyager ensemble, etc. Mais il y a beaucoup de gens bien. Il y a beaucoup de gens bien, et il faut essayer de mettre sur un plateau des Anna Arabia, des gens qui vont adhérer à ce projet collectif. Cette actrice et acteurs, israéliens et palestiniens, des équipes techniques, des caméramans courageux qui va soutenir les caméras pendant 80 minutes sur son échelle, le travail de musique, il y a un mélange entre musique d'Azerbaïdjan, arménien, azéri, et la musique, et même Gustav Mahler à la fin. À la fois, si on arrive de faire, ça c'est un vrai feast, c'est-à-dire si les thématiques, les choses qu'on dit de façon très sérieuse, idéologiquement claires, on arrive de faire un geste artistique délicat, subtil, etc., c'est vraiment un vrai réussi. Et je crois qu'en Arabie, pour tout le monde, l'actrice, l'acteur et l'équipe, c'était cette sorte de sensation. Mais je me demandais si vous n'aviez pas fait ce film à l'attention, peut-être précisément, de ce non pas des cinéphiles qui sont sans doute acquis à votre cause, mais à l'attention de ceux qui ne veulent pas précisément de deux États au Moyen-Orient. Pour qui vous filmez ce genre de film? D'abord contre l'angélisme, parce que moi je trouve que l'angélisme c'est une tendance très dangereuse, c'est-à-dire chaque groupe actuellement dans le Moyen-Orient, ils ont leur propre Dieu et les autres n'existent pas. Et avec leur Dieu, ils sont parfaits. Et c'est le sens de cette guerre que s'ils ne vont pas calmer avec leur Dieu respectif, elle va durer forever. Il faut calmer le jeu, les autres existent, il a son propre identité, etc. Alors actuellement, on est dans une phase que les autres n'existent pas. Alors, moi je trouve que ni les Israéliens ni les Palestiniens sont angéliques. Il n'y a pas d'angélisme dans cette affaire. Il faut trouver un modus vivendi vivable. Et le film en Arabie raconte à la fois l'histoire d'amour entre des Juifs, entre des Israéliens et des Palestiniens, mais aussi l'amour blessé, le rupture d'un mur, c'est-à-dire il dit le terme que vous avez utilisé tout à l'heure, la vérité. Il y a aussi des blessures. Il n'y a pas strictement une vision idyllique, angélique, non. Et si on arrive de vivre avec des situations conflictuelles sans tuer les autres, c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut être même pas d'accord, c'est pas un problème. On a le droit de chacun d'avoir son vision de monde. Il ne faut pas tuer les autres, il faut respecter les droits des femmes, les droits des minorités, il faut que l'ordre existe. Et ça, c'est le sens de ce film. Alors, vous avez très justement dit, c'est une proposition. Oui, c'est une proposition à mes chers compatriotes de cette région de suivre ce modèle de Anna Arabia, moi l'arabe, et continuer. On peut aussi éventuellement terminer sur un mot, celui de la République, puisque c'est finalement cette inquiétude autour des valeurs républicaines qui vous réunit aujourd'hui. Dans sa République idéale, je crois qu'un certain Socrate pensait que le poète n'avait pas le droit de citer, parce qu'il était coupable d'imaginaire. Et si par exemple on imagine retrouver un poème d'Homère racontant une bataille, est-ce que ce poème pourrait avoir une valeur historique? Donc Socrate se méfiait de la figure du poète. Est-ce que l'artiste, selon vous, n'est pas voué à chanter les drames? Simplement chanter les drames sans pouvoir... On chante la vie, et il y en a de tout. La joie, les drames, mais ce n'est pas juste les drames. C'est la vie, il y a beaucoup de choses à raconter. Mais il faut avoir cette imagination. J'ai pensé à quelque chose, si je peux le dire correctement, qui avait dit Robert Kennedy. Il a dit il a des gens qui voient des choses comme ils sont
des tragédies, ils demandent pourquoi. Mais il y a d'autres qui imaginent comment ça peut être et demandent pourquoi pas. C'est pas tout à fait exact, mais vous avez compris ce qui... Voilà, je crois qu'on a besoin de ceux qui pensent, qui peuvent dire, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, comme dans le film, moi l'arabe, au lieu de dire non, pourquoi pas? Et il faut avoir ces rêves, il faut avoir cette imagination, parce que je crois que pour avoir, il ne faut pas freiner les possibilités de miracles. Comme il est dit, l'homme a besoin de cette moteur spirituelle, parce que moi je crois dans les miracles. Et sans imagination, sans pas croire dans les miracles, on n'aura jamais des miracles. Moi je n'avais jamais, je me souviens que j'étais à Prague avec les membres de Quatuor Amadeus. Et on était au-dessus au château, hein, on regardait tous les trois de Prague. Et on dit, voilà, on ne va jamais voir de nos vies Prague libre. C'est fait. Moi, je n'ai jamais pensé voir la fin du conflit en Iran du Nord. Mais c'est fait. Et bon, moi, je crois qu'il faut continuer d'avoir l'espoir que nous, les êtres humains, sont aussi capables d'aller en haut que nous sommes d'aller en bas. Il faut juste décider dans quelle direction on a envie d'aller. Une belle conclusion. J'avais envie de finir juste sur une image, de faire appel à votre mémoire, Barbara. On en a plein d'images vous concernant. On a l'image de vous chantant à la cité interdite de Pékin. Lorsque vous inaugurez à Paris la Statue de la Liberté. Lorsque vous donnez ce fameux concert pour l'appel le 31 décembre donc à Sarajevo, ex-Yougoslavie. Quelques-uns de ces grands moments. Quel est le moment pour vous? Vous avez senti que la voix, votre voix, et l'histoire, avec un grand H, ne faisaient qu'un. Vous savez, il y a des moments, je dis pendant mes concerts, il y a un moment où j'ai l'impression que tout le monde, moi, les musiciens, le public, on écoute avec une seule oreille et qu'on vibre avec une corde. Et dans ces moments-là, j'ai l'impression que tout le monde, c'est un rappel que nous sommes enfants, on fait partie tous de cette famille qui s'appelle l'humanité. Et de cet endroit d'où on vibre ensemble, c'est de là où est sortie cette déclaration universelle des droits humains qui dit dans le premier article que tous les êtres naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Vous êtes une jumelle de la déclaration. Oui, nous sommes nés la même année. Oui. Oui, non, mais je dis les moments, bien sûr, il y a des moments où, comme vous avez des moments forts, comme à Sarajevo, mais je crois que chaque moment, quand je suis sur scène, sont des moments où un miracle peut arriver, la grâce peut arriver. Je me souviens aux obsèques de mon professeur de chant, Jenny Turrell. C'est Leonard Bernstein qui avait parlé. Et bon, je ne sais pas si je peux, peut-être je dois le dire en anglais parce que je ne sais pas. Il avait dit, Jenny Turrell was a great artist. And he used it as a parable to the day of Yom Kippur. He said, in the Jewish religion, there is a place that is the most sacred, and there is a day that is the most sacred.
That day is Yom Kippur, that place is the temple, and the most sacred word is the word of God. And he said when Jenny Terrell stood on the stage, when she sang, it was the holiest of place and the holiest of days. And what came out of her mouth was the word of God. Vous traduisez la mousse? Très drôle de façon qu'il parle. Vous avez compris, hein? Oui. Je me suis mis en anglais, je n'ai jamais dit en français. C'est très bon. Est-ce que j'ose vous demander si un miracle devant cette petite humanité réunie dans la comédie pourrait avoir lieu? Est-ce que vous avez envie de chanter quelque chose? Va chanter. À la bonne C'est Amos la copine, c'est Amos qui va chanter. Je vais chanter au Yom Kippur. Tu sais, moi je suis fils de femme laïque. Malgré qu'elle était... Bon, il faut parler de ma mère quand même. Parce que mon père, alors il était dans le Baos, mais lui lit la forme et ma mère c'est la narration. Parce qu'elle était féministe, laïque. Mais ma mère, elle était née en Israël, en Palestine. Mais comme elle avait, je crois que je racontais déjà avant, comme elle avait 18 ans, on parle de 1929, elle a pensé que c'est trop provincial. Alors avec des copines, elle a acheté un billet de bateau pour aller à Vienne, on parle 1929, pour voir Freud. Et elle a resté à Vienne entre 29 et 32, jusqu'à qu'elle a vu Hitler en train de faire un speech à Alexanderplatz. Elle a dit il faut quitter l'Europe. Anniversaire, Jean Moreau m'a fait l'énorme plaisir de lire tous les lettres de ma mère, qui était une soirée exceptionnelle. D'ailleurs, vous pouvez trouver ça sur le site de France Culture. Alors, elle, comme elle est rentrée en Palestine, en Israël, à 30 ans, elle n'avait pas de boulot, parce que les gens ont dit on n'a pas besoin de psy, tout le monde est dans parfaite santé mentale. Elle est devenue prof de Bible, laïque. Alors, toute mon enfance m'a raconté l'histoire de Bible. Et j'aime beaucoup le texte biblique parce que c'est une grande leçon critique, d'ailleurs. C'est ça que les gens ont oublié avec toute l'histoire traditionnaliste, c'est-à-dire que l'écrivain, fin au homme de Bible, il parle de David, le roi le plus célèbre, comme un type immoral, parce que comme il désire Bethsabée, il envoie son mari d'être tué dans la guerre. Et Nathan, il met ça on the record pour les générations qui viennent, qui c'est un acte immoral, c'est-à-dire qu'il faut critiquer le pouvoir. Et la rédactrice ou le rédacteur en chef de Bible, ils ont laissé ça. Et ça, je crois que c'est un élément très important dans le DNA des générations qui suivent, que ça, le pouvoir, il est critiquable. Alors, je fais un hommage à ma mère. Merci. Barbara, vous voulez rendre un hommage à quelqu'un? À tous les mères, je dis, depuis 30 ans, je travaille pour la chaire et quand je rencontre les réfugiés, dont 80% sont femmes et enfants, c'est les femmes qui m'inspirent de continuer parce que avec énormément de courage et de dignité, ils font face vraiment à des situations difficiles. Ils pensent toujours à l'avenir de leurs enfants. Et bon, en hommage à ces femmes, je peux faire un petit cours, quelque chose qui est... Sometimes I feel
Est-ce que vous auriez des questions? C'est votre tour. Je crois que tout est clair. C'est réglé. Est-ce qu'il avait lu Merci beaucoup, il faut toujours un qui se lance, mais je ne vais pas chanter, moi. Ma question est la suivante, par rapport à la responsabilité de l'artiste. Vous avez donné chacun le fond de votre âme par rapport à ça. Et je voudrais rappeler ici un petit peu peut-être ce que disait Albert Camus, lorsqu'il a reçu le prix Nobel de littérature en 1957 à Stockholm, et dans lequel il rappelait sa vision de l'artiste, c'est-à-dire cet homme incapable de rester neutre par rapport aux situations de faiblesse de tous les individus à travers le monde. Et je voudrais vous dire que je suis absolument persuadé que sans vous rendre compte, ce sont les artistes qui font changer le monde. Je me souviens le combat contre l'apartheid en Afrique du Sud. Qui a créé la conscience universelle pour mener ce combat contre l'apartheid? Ce sont les artistes qui se sont mobilisés, et c'est grâce à eux que ce fléau a disparu. Moi, je crois que aussi, mais il faut que tout le monde, parce qu'on peut être activiste là où on est, avec les moyens qu'on a. Chacun n'a pas besoin d'attendre qu'on monte sur scène. Je crois que notre tâche, moi je dis, c'est toujours la personne qui est en face de nous. Ça peut être chez vous, au bureau, dans la rue. Voilà notre tâche, c'est la personne. Et de voir que c'est une autre personne, c'est ma soeur, mon frère, mon enfant. Voilà. On était parfait, hein, vous n'avez pas de questions. Je suis désolée. Je suis très émue en ce moment. Pardonnez-moi, j'en suis demandé, j'ai mis mes lunettes. J'ai entendu Madame Joyce Di Donato vendredi soir. J'étais très touchée parce qu'au moment où elle chante, non seulement elle a chanté, mais elle a parlé beaucoup au public et elle a demandé l'aide du public pour la paix. Et hier, je me suis permise, puisque Madame Barbara Hendricks est là, j'ai écrit ceci. Voilà, pardonnez-moi, mais j'ai écrit, il m'a fallu beaucoup de force, mais voilà, proposition pour les Nations Unies. Création d'une association de tous les chanteurs d'opéra et de musiciens du monde, mondialement connus, vecteurs et bâtisseurs de paix, dont le but serait, selon la disponibilité des artistes, de donner de par le monde des concerts pour un meilleur dialogue de paix entre les hommes, les peuples et au sein du monde politique. Ces concerts se tiendraient sous l'égide et la protection des Nations Unies et auraient lieu principalement lors des manifestations et conférences internationales telles que la conférence sur l'environnement et d'autres en relation avec la nature, ainsi que les conférences tenues par les Nations Unies pour trouver une solution aux crises de par le monde. Déjà, des musiciens comme Daniel Barenboim, Joyce Di Donato et d'autres œuvrent en ce sens, sans parler de vous, Madame Barbara Hendricks, qui travaillait inlassablement depuis toujours. Les Nations Unies auraient pour tâche
d'inviter tous les artistes mondialement connus et de bonne volonté à travailler ensemble sous une seule et même bannière, afin que l'impact, pourquoi j'ai parlé des artistes mondialement connus, afin que l'impact soit au maximum sur le grand public, comme dans le monde politique. J'ai dit. Merci beaucoup. Bon, oui, je crois qu'il est bon, je veux dire que oui, ça peut aider, mais je crois que c'est aussi très important dans notre vie, notre jour quotidien, de garder vraiment en tête ce premier article de la déclaration. Et oui, on peut faire toujours des grandes manifestations, mais je crois qu'on a beaucoup plus besoin de parler entre nous, de parler pas juste ceux qui parlaient avec... moi, oui, je connais, j'ai quelqu'un qui je connais bien, qui a voté pour Trump. Il faut que je parle avec lui, mais il faut que je l'écoute aussi, que je l'écoute. Je l'écoute, je lui dis, c'est pas quelqu'un qui a voté pour Trump, mais c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire, et je dois lui dire, moi, je t'écoute. Et ça, c'est très important, parce que les gens ont peur. Il faut être, nous, les citoyens, entre nous, il faut trouver le courage d'écouter celui dont on n'est pas du tout d'accord. Et de ne pas dire, voilà, bon, il est stupide, non, mais c'est un être humain. Il faut l'écouter. Il faut essayer de faire ça, et je crois que c'est une tâche aujourd'hui pour essayer d'aider les gens à confronter le peur de l'autre, le peur de quelque chose de différent, juste la peur de la vie. Des fois, ils ont juste envie. Ils ont besoin que quelqu'un l'écoute. Et je crois qu'on peut faire aussi, on fait des manifestations, et c'est très important, et ça peut aider, mais ce n'est pas plus fort qu'un individu en face de notre individu qui trouve qu'ils ont quelque chose en commun. Je vais apprendre l'art de la conversation à vos Vitaille. Vous êtes un athlète, c'est la chose, non? J'ai adhère aux choses qu'il dit pas. Oui, mon prénom est Anne. Je voulais juste... Bonjour monsieur. Je voulais juste demander à Mme Barbara Hendrick si elle accepterait de signer un autographe. Oui, mais on va faire assez vite parce qu'on a tous les deux un avion. Oui, justement. Moi, je voulais dire que ce festival est très très cher et je suis vraiment contente de voir qu'il a toujours un tel intérêt dans les questions des problèmes dont nous confrontons aujourd'hui. Le fait que ce festival existe, le fait que vous êtes là tous les soirs pour voir des films qui des fois sont assez difficiles, ça c'est une résistance. Et j'espère que cette résistance va continuer encore plus que 15 ans, 20. Moi je ne serai pas là dans 50 ans, je ne vois pas, mais qu'il y ait toute cette résistance d'un être humain avec les autres êtres humains qui vont à l'avant. Oui, c'est très bien et je suis fière de partir de ce festival de la marraine, de ce festival. Et aussi, il faut féliciter Isabelle, que c'est son premier festival. Oui, non, mais il faut passer le pouvoir aux femmes de nouvelle génération pour que ça continue. Oui, mais ça va continuer. Non, mais il faut féliciter Isabelle de faire un très grand travail. Amancy va signer les autographes. L'année prochaine.